Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne. Nous sommes en direct de Kinshasa pour ces numéros d'entretien avec un homme qui est aujourd'hui presque incontournable dans l'expertise des élections en RDC parce qu'il en était le président pour 2011, c'est-à-dire la dernière session qui s'est déroulée ici. On décrypte avec lui les dessous de cette situation qui parfois désarçonne le peuple congolais et les observateurs de notre pays. Nous l'avons encore invité aujourd'hui pour qu'il puisse expliquer ce qui se passe, qui tire les ficelles, comment le Congo peut s'en sortir dans cette situation, parce que la première victime, c'est le peuple congolais. Et lui, comme témoin, comme acteur, comme c'est lui qui pourra encore jouer un rôle très prochainement dans ce qui se passe dans ce pays, il est bien placé pour nous répondre à toutes ces questions qu'on va lui poser en toute transparence. Bienvenue, Ngoï Mulunda. Merci, JMK. Je rappelle que vous êtes initiateur du programme PAREC, Paix et Réconciliation. Vous avez été président de la CENI. Vous êtes actuellement président de l'Espace démocratique pour la bonne gouvernance. Avant que vous puissiez répondre à ma question, j'aimerais qu'on puisse suivre un petit document qui vous dépeint un tout petit peu, qui vous montre dans ce que vous savez faire et ce que vous avez été. Et juste après, on va parler avec vous très franchement parce que le peuple congolais doit savoir qu'est-ce qui se passe dans son pays et surtout, quelles sont les conséquences de ces gesticulations. Alors, on suit Ngoï Mulunda, on se retrouve juste après. Daniel Ngoï Mulunda Nyanga accepte la contrainte, surmonte l'épreuve, il se révèle un homme utile à la société. Originaire de la province du Katanga, l'homme est issu de l'union de Numbi Kabange, son père encore en vie, et Tuité Victorine, sa mère décédée. Daniel Mulunda a un parcours exceptionnel. À 15 ans, il recourt à la débrouillardise pour payer ses études, car étant le fils d'une famille modeste. Sa vocation, faire la paix. C'est en Afrique que ses talents éclatent. Il est envoyé à la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA, en qualité de secrétaire exécutif de la jeunesse, puis secrétaire exécutif aux affaires étrangères. Le jeune Daniel Mulunda Nyanga a organisé plusieurs activités en faveur de la paix en Afrique. Ici, la 4e assemblée des jeunes et étudiants de toute l'Afrique, une rencontre internationale tenue à Kinshasa, scellée au Zaïre du 12 au 21 août 1990. Le jeune Zaïrois Mulunda a stigmatisé l'attitude dictatoriale et inacceptable du régime de Mobutu. L'intolérance des dirigeants politiques, nos dirigeants qui violent les droits de l'homme comme ils veulent, selon leur propre volonté. Nous nous réunissons à une époque où les libertés intellectuelles et académiques sont des plus contrôlées. Là où la violence dans l'université, la mort des étudiants, la réponse à la réclamation des étudiants, c'est seulement les balles. Nous avons la triste histoire de l'université de Lubumbashi. Le pouvoir du Zaïre le traque, mais il réussit à quitter le pays dans des conditions difficiles. Ce pasteur méthodiste s'est engagé à la recherche de la paix dans le continent. Il a initié le séminaire de prêtres et pasteurs sur la vie socio-politique du 1er au 5 juillet 1992 au stade de Lomé, capitale du Togo. Le pasteur Daniel Mulunda a convoqué sous l'impulsion du président de la CETA, Desmond Tutu, le jubilé 2000 du 26 au 30 novembre à Lomé. La rencontre a été axée sur la justice restaurant la paix et la réconciliation dans le nouveau millénaire. Au Togo, quand rien ne marche entre Gnassingbé Eyadema, président de la République, et son premier ministre Joseph Okuko Figo, Edem Kodjo, à Goïbor, c'est finalement Daniel Mulunda qui joue la médiation pour remettre la paix et éviter la guerre civile au Togo.
Cet homme des dieux a eu plusieurs rencontres avec les chefs d'États africains sur les problèmes qui déchirent le continent. Avec feu le président Gnassingbé Eyadema du Togo, ce disciple de Desmond Tutu vient lancer un appel à l'effacement de la dette extérieure en faveur du continent africain. C'est l'appel à l'annulation de la dette extérieure de l'Afrique d'ici l'an 2000. Comme vous savez, dans la tradition hébraïque et surtout dans le livre de Lévitique chapitre 25, on se dit après les 50 ans, Dieu a fait appel à l'annulation de la dette, à la libération des esclaves. Et nous nous disons, nous allons vers l'an 2000, c'est la fin du siècle. Il faudrait qu'on puisse annuler la dette d'Afrique. Notre appel aux États, et j'ai dit au chef de l'État, nous refusons qu'ils continuent à payer la dette. Nos partenaires en Europe et aux États-Unis demandent à leurs gouvernements respectifs d'annuler la dette parce que tout l'argent est en train de partir à payer une dette. Et qui doit à qui? La deuxième guerre de 1998 éclate, Daniel Mulunda Nyanga prend la décision de s'engager à rétablir la paix dans son pays. Aux États-Unis, les chefs des confessions religieuses de la communauté congolaise parlent de la situation de la RDC. Vous trouvez en image un homme aux allures d'un haut cadre nigérian, le secrétaire exécutif de la CETA aux affaires étrangères, le pasteur Daniel Mulunda. Il a initié le 24 février 2000 la consultation nationale en la cathédrale du centenaire à Kinshasa. Une rencontre historique qui s'est déroulée en présence du président de la République, Laurent Désiré Kabila. C'est aux côtés du président Joseph Kabila qu'il peut enfin donner la pleine mesure de ses talents. Joseph Kabila lui accorde toute sa confiance. Le pasteur Mulunda met en place une organisation non gouvernementale, le PAREC. Programme écuménique de paix, transformation des conflits et réconciliation. Il a participé aux étapes qui ont conduit à la naissance de la formule magique 1+4 durant la transition congolaise. En 2005, Daniel Mulunda et son ONG, le PAREC, se mettent au travail pour la pacification de la République démocratique du Congo. Il est surnommé Tchinjabunduki, qui veut dire l'homme qui égorge les armes. À Kinshasa, la capitale, c'est la poudrière. Grâce à l'échange armes à feu contre $100, le président du PAREC a récolté 12 090 armes de guerre après 7 mois de travail. Le phénomène FDLR. 354 éléments de 7 milices rwandaises ont été relocalisés et 58 d'entre eux rapatriés volontairement dans leur pays. Cet homme des dieux n'est pas le fruit du néant. Il a étudié à Wesley Theological Seminary de Washington, D.C. aux États-Unis, où il a obtenu une maîtrise en théologie, domaine de spécialisation éthique, politique et chrétienne, avec un accent particulier mis sur les relations entre l'Église et l'État. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Ngoï Mulunda, est-ce que en RDC, est-ce qu'il y a une problématique, une crise entre l'État et l'Église? Parce que vous êtes un homme de Dieu, je vois la croix sur votre poitrine. Oui, il y a une crise aujourd'hui entre l'Église catholique romaine et l'État congolais. Et cette crise est due à l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que c'est l'Église au sens large du terme ou ce sont les hommes, quelques hommes de cette Église, au niveau notamment de Kinshasa, qui entretiennent ces conflits d'une manière délibérée? C'est une très bonne question qui demande précision, c'est vrai. C'est un groupe d'évêques activistes, ce n'est pas toute l'Église, qui ont emballé toute la population et la classe politique
dans ce piège qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce qui se cache derrière cet accord? Parce que la fois dernière ici, vous avez qualifié cet accord de grand mensonge. Et aujourd'hui, votre assertion se vérifie ou c'était juste une incantation comme ça? Non, c'était une analyse approfondie et aujourd'hui, c'est avec vous que j'avais révélé pour la première fois que cet accord était un mensonge, cet accord était un piège. Et dans lequel... Pourquoi un piège? Pourquoi on l'a signé? Tout le monde l'a signé de bonne foi. Je pense que les évêques ont manipulé la classe politique et surtout la majorité. D'abord en donnant le premier piège, c'est la date du 31 décembre 2017, comme date à laquelle on organiserait les élections. Et si vous suivez l'indice, il y a eu une phrase en bas, au cas où c'est impossible, on consacrerait le CENSA. Parce que techniquement, c'était prouvé depuis l'Union africaine qu'il était impossible d'organiser les élections en 2017. C'était clairement dit. Mais les évêques les ont manipulés. J'ai dit manipuler. Ils ont signé avec les couteaux sur la gorge? Pas le couteau sur la gorge. Oui, la manipulation, elle est là. Écoute, moi, pasteur Molunda, toi, tu es mon fils. Je peux dire non, ça va aller. Et on les a endormis en mettant, au cas où la date ne tenait pas, on va consulter le CENSA. Est-ce que le CENSA a été consulté? Avant même que le temps arrive, les évêques ont fait recours à l'article 64. Aujourd'hui, quand le peuple dit que c'est la marche des laïcs, c'est encore un autre mensonge. Ce n'est pas la marche des laïcs, c'est la marche appelée par les évêques, qui a été suivie par les curés doyens. Et maintenant, ils ont passé la passe à leurs exécutants. On ne doit pas, jusqu'à quand on va continuer à mentir au monde? C'est une marche qui a été programmée par les évêques. Les évêques avaient un agenda JMK. Ils cherchaient la marmite dans laquelle il faut mettre leur agenda. Et ils ont trouvé le dialogue de la Saint-Sylvestre comme une occasion de passer leur agenda. Et nous sommes là aujourd'hui, à son temps, je l'ai dit, que les gens devaient ouvrir les yeux. Cet accord était un piège, c'était un coup. Où sommes-nous aujourd'hui? Les choses que j'ai dénoncées sont là aujourd'hui. Nous avons des morts, nous avons la perturbation, la division est grande. Donc l'accord de la Saint-Sylvestre a amené tout son opposé. Mais pour quel objectif? Pourquoi ils doivent piéger les gens et mentir? C'est parce qu'ils avaient leur agenda. Leur agenda s'est fait partir le président Kabila. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ce n'est pas leur objectif. Et ils veulent la paix, ils veulent non. Le bonheur des Congolais, ils veulent la sérénité. C'est juste tout le contraire. Parce que si vous voulez la paix, au moins l'accord n'a pas été appliqué. Ils ont vu les difficultés. Je pense qu'ils devaient rappeler les deux groupes pour savoir quelles étaient les difficultés. Mais eux appellent les gens à se prendre en charge. Ils font appel à l'article 64 de la Constitution. Alinéa 1. Alinéa 1, qui appelle à la révolution. Et ils qualifient le chef de l'État d'avoir pris le pouvoir par la force. Donc, ils ne reconnaissent même pas qu'il a été élu. Nous avons une constitution qui dit que le président part quand l'autre est élu. Donc, pour eux, il faut le faire partir par la rue. Et c'est ça l'objectif, c'est pourquoi ils amènent les gens dans la rue. Mais pourquoi le gouvernement ne met pas juste en application cet accord intégralement et puis ça s'arrête là, c'est tout? Si l'accord n'a pas été appliqué, c'est qu'il y a des problèmes. Lesquels? Qui poussent la majorité à ne pas l'appliquer. Par exemple, quand on leur demande que le chef se prononce, quand on demande, parce qu'on a dit que le premier ministre serait de l'opposition, on n'a pas donné de nom, mais les évêques avaient leur candidat en tête, qu'ils voulaient. Ceux qui sont là sont de l'opposition. Le CENSA est dirigé par l'opposition, parce qu'ils avaient un agenda, un accord particulier. C'est quoi cet agenda? Parce que vous ne le dites toujours pas. Vous dites, bon, ils voulaient faire... L'agenda, c'est amener leur propre candidat au pouvoir. Et leur propre candidat au pouvoir ne seront même pas des dirigeants, c'est des agents qui sont dans cette situation de globalisation générale, qui ont un agenda à eux. Agent, c'est qui? Quel agent? L'agent des corporations minières. Le problème du Congo aujourd'hui, il se résume par les mines. Le problème du Congo, les mines? Oui. Qu'est-ce que la démocratie a à voir avec les mines? Le problème du Congo n'est pas encore... Je voudrais préciser, aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas les élections. Je viens d'ouvrir cette parenthèse-là. Le problème du Congolais n'est pas les élections, je l'ai dit. Le problème du Congolais, qu'il ait à manger. Que le Congolais puisse éduquer ses enfants. Les Congolais ont faim. Dans cet accord ici, qui amène les gens dans la rue. Oui, Saint-Sylvestre. Oui, on ne parle pas du peuple ici. Pas du tout. Quand on amène les gens dans la rue, on ne parle pas du peuple, on parle des opposants qui sont en Europe, surtout qui sont les groupes de G7. C'est ça, disons la vérité. Les évêques se battent particulièrement pour Moïse. Laisse-moi le dire aujourd'hui. Ils se battent pour lui, pour qu'il vienne au pouvoir. Ils se battent pour Félix Tshisekedi, pour qu'il soit Premier ministre. Le peuple n'est pas ici. Aucun endroit on parle ici de la famine.
À aucun endroit on parle ici de l'éducation, des salaires, rien. Mais on manipule le peuple, que le peuple souffre. Bien sûr, le peuple souffre. Mais dans cet accord, le peuple n'y est pas. Et quand on demande aux gens qui marchent, nous marchons pour l'application de l'accord de Saint-Sylvestre. Ils marchent pour amener Moïse, ils marchent pour amener Tshisekedi au pouvoir. Et ils meurent pour ça. Le peuple n'est pas ici. Et moi, je regrette pas que la société civile devrait éduquer la population. C'est vrai, si la population était là, on allait tous. Je l'ai dit, si c'était la population, j'aurais été le premier à marcher, Mangoué Mulunda. Pour... Où est le décret d'incivisme dans ça? Parce que vous dites d'incivisme. J'ai vu la vidéo, autrefois vous parlez d'incivisme. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent appeler la population à l'incivisme, à ne pas appliquer les préceptes de la discipline et du respect de la loi? Vous m'avez suivi tout jeune dans cette vidéo-là. Oui. Moi, j'ai appelé aux marches. Oui. J'ai appelé à l'incivisme. Oui, contre Mobutu. Pas seulement contre... Bon, d'abord, c'était contre Mobutu. Là aussi, on avait manipulé les gens. Hein. Tu es à l'extérieur du pays, on t'embourbe, on a tué les gens à Lumbashi, ainsi de suite. Et vous êtes à l'étranger. Ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. On manipule tout le monde. On vous dit, il y a eu des morts, c'est là. Et vous, à l'extérieur, vous prenez ça par la radio et vous en faites un programme. Et finalement, vous finissez par la honte. Quand j'ai appelé pour le jubilé de l'an 2000, quand j'ai demandé que les gens descendent dans les rues, que les gens puissent désobéir, je ne me battais pas contre un pouvoir en place. D'abord, j'étais toujours pasteur, et puis le représentant de la CETA, le responsable des affaires internationales à la CETA. Nous nous battions contre l'injustice de la dette, les programmes du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, les programmes d'ajustement structurel. C'était pour l'application de l'équité, la dette juste. La dette juste, selon les Lévitique. Parce qu'après 50 ans, 2000 ans, c'était au bout de 50 ans. Et la Bible demande qu'on puisse libérer les esclaves, qu'on puisse annuler toutes les dettes. C'était notre combat. Et vous comprendrez, à ce moment-là, comme aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui nous garde dans la dette et qui nous opprime. Et c'est là que je me suis dit, on doit aller. L'Église peut amener les gens à sortir dans la rue pour une cause qui est juste. Et là, nous serions tous ensemble. Ici, il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la ruse. C'est pourquoi je condamne cette marche-là. Si elle était correcte, nous serions là. Parce que donc, par les évêques aujourd'hui, ils ont un agenda de l'opposition. Voilà le problème de ce que les évêques ont fait. Voilà leur péché. Parce que ce n'est pas juste ce qu'ils font. Mais est-ce que vous voulez encore dire que les ONG, l'ONU, qui demandent aujourd'hui qu'on enquête sur les victimes des marches, avec des sanctions qui sont brandies à chaque fois, et aussi veulent le pouvoir? Je voudrais vous dire aujourd'hui d'abord que c'est un système qui est injuste. Parlons de la MONUSCO qui est ici. La MONUSCO sait très bien que ces marches sont interdites. La MONUSCO est ici depuis beaucoup d'années. 20 ans. 20 ans. Oui. Et c'est quand on laisse les gens marcher, il y a des tueries. Je n'ai jamais entendu une seule fois la MONUSCO s'adresser aux organisateurs de la marche. Et pour leur dire que, écoutez, cette marche est interdite, n'y allez pas. Mais elle est là pour protéger, pour encadrer ceux qui sont dans l'illégalité. Donc vous êtes en train de dire que la MONUSCO pousse les gens à la violence pour comptabiliser les cadavres après. Mais bien sûr, les caméras qui sont ici, depuis le 31 décembre, il y a eu beaucoup de caméras, beaucoup de gens de presse sont descendus ici pour prendre les vidéos de morts. Et il n'y a pas eu beaucoup de morts. Il n'y a pas eu beaucoup de morts. Et ils sont déçus. Ils sont déçus et vous avez vu la colère du cardinal à propos. Donc, toute cette groupe de la communauté internationale, c'est des gens qui viennent avec leur intérêt. Le problème, c'est lequel aujourd'hui? Le problème, c'est le Congo aujourd'hui. Et le problème, c'est la position du président Kabila. Tout le monde sait, depuis la Deuxième République, qu'un président de la République n'est pas que quand il y a élection. Ce paragraphe a existé avant que Kabila ne vienne ici. Quand vous suivez Mobutu, il a dit, je resterai jusqu'à ce que les élections soient organisées. Jusqu'au 5 décembre de l'époque. Ce sont les mêmes Congolais qui ont mis ça dans l'accord. Ils ont rapporté la même chose. Ça n'a rien à voir avec le président Kabila. Le problème du président Kabila aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, il a touché à notre indépendance économique. C'est-à-dire? C'est très bien. Qu'est-ce que c'est l'indépendance économique? C'est avoir nos richesses à nous, que nous puissions gérer nos ressources à nous. La loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale portant organisation, modification du code minier, cette loi-là dérange. Dans cette loi-là, le président a pris un pas courageux. Que les Congolais gagnent maintenant, je l'ai dit ici, que les Congolais gagnent maintenant, qu'ils se réjouissent de leur richesse. Avec la révolution du cobalt et du lithium, surtout avec les moteurs électriques, la voiture propre. La voiture propre. 90% de ces ressources sont ici. Ce n'est plus le pétrole coréen qu'on a vu, ce n'est plus le pétrole libyen qu'on a vu. C'est aujourd'hui ces richesses-là. Et le président Kabila qui prend la position dit que d'abord,
les bénéfices doivent revenir aux Congolais. On nous donnait des miettes et tout partait. Avec l'ancien code. Avec l'ancien code, on hypothéquait notre pays. Et aujourd'hui, il a pris cette décision-là courageuse et on la veut. Mais si le président Kabila protège le Congo, protège le cobalt, veut que le cobalt revienne réellement aux Congolais, où est le mal? Lumumba est mort pourquoi? Lumumba est mort pour l'indépendance politique du pays. L'indépendance politique n'est pas dangereuse comparée à l'indépendance économique. Parce qu'aujourd'hui, il regarde son peuple. Et c'est là où moi j'ai dit aux Congolais, protégeons notre chef maintenant. Il faut le protéger maintenant. Maintenant, il faut le protéger. Pourquoi? Si on doit, parce que l'impérialiste étranger, parlons de l'attaque de la déclaration du Botswana. Oui, justement, un pays africain. Et là où il y a le siège de la SADC. Le Botswana s'attaque, dit que le président veut s'attarder au pouvoir. Il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir. Mais les gens comme nous voyons ce qu'il y a. Alors, traduisez pour nous, pourquoi cette déclaration du Botswana? Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une analyse concrète. Le Botswana est un grand producteur de diamants. Le diamant, à son temps, a fait le pluie et le beau temps. Aujourd'hui, les mêmes opérateurs du diamant là-bas, les miniers qui sont là, connaissent maintenant que c'est au Congo qu'il y a maintenant les mines qui vont aider, qui vont diriger le monde demain. Ils veulent maintenant venir ici et ils poussent leur gouvernement en disant que Kabila veut s'attarder au pouvoir. Ils n'ont même pas parlé des élections. Ils veulent s'attarder au pouvoir. Parce que Kabila prend des positions aujourd'hui qui disent qu'on ne doit plus exploiter ces minéraux. Et c'est aujourd'hui le temps pour le Congo de dire que le président a pris une bonne décision. Avec cette décision, les salaires vont changer, la nourriture va venir et nous devons le protéger. Donc vous êtes en train de dire que le Botswana est manipulé par les miniers par rapport à la concurrence de la RDC qui deviendrait plus forte en matière de production minière, notamment le cobalt. Je le dis et je l'affirme. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie parce que ces miniers qui sont là, ils veulent maintenant venir au Congo. Même nos compatriotes qui cherchent le pouvoir, le groupe à Moïse et aux autres là-bas. Pourquoi est-ce que la communauté internationale les appuie aveuglément? C'est pourquoi? Ils ont fait des promesses. Quelles promesses? De leur donner les miniers. Je vous ai dit ici que la communauté internationale n'a pas besoin d'un président de la République au Congo. Ils ont besoin de quoi? D'un gérant. D'un gérant qui va gérer les mines pour eux et à leur compte. Je vous ai dit la fois passée ce qui s'est passé ici. Avec Terre-Foume-Manning, ce qui s'est passé avec tous ces gros camions qui transportaient les minéraux jour et nuit. Aujourd'hui, on va arrêter ça. Kabila est en train d'arrêter ça. Maintenant, comme argument, ce sont les élections. Les Congolais doivent ouvrir les yeux. J'ai parlé la fois passée ici de la Libye. On avait envie du pétrole libyen, mais on a traité le Kadhafi de dictateur, qui tue sa population, de monstre et de tout. Et les ONG libyennes, comme les ONG congolaises, manipulées par les pouvoirs, les puissances extérieures, ont diabolisé leur président. On a tué Kadhafi. Où est la Libye aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, même la communauté internationale, elle me suit ici, qui d'entre eux peut dire que j'étais le premier à demander la mort de Kadhafi? Personne, il se cache. Les peuples libyens sont en train de mourir. Est-ce que c'est une... Je peux terminer, c'est oui, allez-y, j'en compte. C'est vraiment important. Oui. Et la Libye est partie. Demain, si nous ne faisons pas attention, cette réalité va nous rattraper ici. Sous l'excuse des élections, ça peut nous rattraper ici et nous allons le regretter. C'est pourquoi moi j'ai fait appel aux Congolais. Et nous allons voir le code minier, la loi que le président va promulguer. Ici, ça ne va pas. Moi, je me suis dit, je suis allé même très loin, JMK. Je me suis dit qu'il est temps que le peuple congolais annule tout par la voie de référendum. C'est dangereux. C'est notre nominé à nous. C'est pourquoi l'accord de la Saint-Sylvestre a été un gros piège contre la population. On a muselé la population qui ne doit pas aller au référendum. Quand moi je parle du référendum, je ne parle pas du mandat du président Kabila. Non. Je parle de notre décision de nous occuper de nos minéraux. Alors, on a appris que le 8 février dernier, Glencore, il faut le citer, avec d'autres miniers, ils ont écrit au Parlement, ils ont écrit au chef de l'État pour qu'ils reviennent sur ce contrat, enfin ce code minier, le deuxième, par rapport à certaines dispositions, ce qu'ils ont appelé la stabilité, ça veut dire pendant 30 ans, ils doivent exploiter nos minéraux sans changer. Par exemple, qu'on ne doit pas déclarer le cobalt minéraux stratégique. Par exemple, qu'on ne doit pas augmenter jusqu'à 10%. Est-ce que vous pensez que les députés congolais vont accepter de revenir sur ce code qui a été déjà adopté? Si les Congolais intelligents, voilà toute la guerre de notre président. Voilà toute la guerre. Et on ne doit pas y revenir. Je fais appel à eux. Aujourd'hui, le président a fait un pas important. C'est là où j'ai dit que notre président, nous devons maintenant le protéger plus que jamais. Il partira. Les élections viendront. Il n'a jamais dit qu'il va se représenter. Mais au moment où il est là, il veut laisser le Congolais stable. Je fais appel à notre opposition. Je fais appel aux évêques. Je pense seulement que les évêques doivent dire, Monsieur le Président, merci, nous allons prier pour toi.
Si Glencore et les autres ont écrit, c'est parce qu'ils savent que maintenant, le président veut que les Congolais profitent de leurs minéraux. Et je dis à mes patriotes, ce code-là, voilà le temps, les choses pour lesquelles on va avoir le foufou, on va avoir les salaires et on va aller plus loin de ça. C'est ça le combat que les Congolais doivent comprendre là où nous sommes. Mais on nous trompe, les élections, l'accord, dans l'accord là où il n'y a même pas la situation du peuple congolais. Maintenant, ils commencent à sortir leur tête. C'était le Botswana demain. Attendez-vous aux autres qui voient la concurrence congolais, qu'on s'unisse avec notre chef. Le calendrier est là. La CENI est en train d'avancer les élections. Qu'on est aux élections. Le président n'a pas dit qu'il se représente. Est-ce qu'on peut penser de la même manière avec le moratoire des 15 ans qui était sur notamment l'exploitation de nos forêts, qui sont là depuis des années, qu'on n'a jamais exploitées. Et quand on a demandé qu'on nous paye pour qu'on ne touche pas à nos forêts, on n'a pas payé. Maintenant qu'on a donné quelques carrés aux exploitants, Greenpeace sort, certaines puissances sortent notamment, ceux qui payaient 1%, qui vous promettaient de payer 1%, qui disent voilà, il ne faut pas toucher à votre forêt, il faut tout simplement laisser comme ça, et en étant pauvre. C'est là où moi je suppose Trump, le président Trump. Quelle est cette histoire-là? On n'en veut pas. Les États-Unis paient de l'argent. De l'environnement. Oui. À un moment donné, moi je le supporte. Parce que, il a dit c'est un faux dossier. C'est un faux dossier. Nous aussi, nous devons vivre de nos richesses. Ce qu'ils promettent, ils ne le font pas. Ils nous gardent en prison. Regardez en Ituri, vers le nord Kivu là-bas. Oui. Les gens exploitent du bois chaque jour, qui sort non contrôlé. On exploite nos richesses. Et la MONUSCO est là. Elle suivait là-bas. Mais notre or sort, nos histoires sortent. Mais quand nous voulons faire des lois qui profitent aux Congolais, et on nous attaque. Je voudrais vraiment faire appel aux Congolais. Ici, c'est une guerre de notre survie. Est-ce que Ngoyi Mulunda, tout ce que vous dites là, est-ce qu'il y a une inconscience généralisée? Les Congolais ne sont pas sensibilisés par rapport aux réalités de leur pays. Toutes ces ONG qui s'activent dans défense des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la démocratie, etc., est-ce que sont manipulés et n'ont pas, on va dire, une sérénité de penser que le bonheur viendrait plutôt d'une prise de conscience? C'est ça la faute même des partis politiques, et particulièrement de la majorité. Les acteurs de la majorité... Qui devaient faire quoi? Qui devaient éduquer la population, leur faire voir ce qu'il y a derrière tout ce combat. Au lieu d'envoyer les bérets rouges dans les églises, faire les histoires, la majorité devait éduquer la population. La vraie guerre, elle est où? La vraie guerre n'est pas dans les élections. C'est le cobalt. La vraie guerre, c'est les minéraux. Aujourd'hui, nationaliste qu'il est, Joseph Kabila est en train de nous retourner notre indépendance économique. Et c'est ce qui est très dangereux. On doit éduquer la population. Les ONG qui sont ici, la faute de ce gouvernement, c'est quoi? Notre gouvernement ne finance pas les ONG locales. Ça, c'est la faute. Beaucoup d'ONG étrangères sont financées par les gouvernements étrangers. Et ces gouvernements étrangers sont contre nous. C'est pourquoi le pays ne fonctionne pas. Moi, j'avais refusé qu'on ne finance pas les gouvernements étrangers. Le pays qui est connu, le pays qui est respecté. Moi, je me dis, dès qu'on te donne l'argent de quelqu'un, tu suis son agenda. Quel est l'agenda de ce pays-là qui finance toutes les ONG ici? C'est pour déstabiliser les pays. Vous trouvez tous ces groupes qui veulent le changement. Même pour la bonne gouvernance. C'est pas la bonne pour le respect des droits de l'homme. C'est pas pour la bonne gouvernance. Les gens ne disent pas la vérité. Ils suivent l'agenda de l'argent. Moi, j'appelle notre gouvernement de financer nos ONG ici. Qu'on éduque les gens, qu'on puisse éduquer la population, qu'on passe dans la masse, expliquer aux gens quel est le vrai combat que nous avons aujourd'hui. Nous allons aux élections demain, il n'y aura pas de changement. Et je dis aujourd'hui, je reviendrai ici. Vous faites partie sexuelle étrangère comme président demain. Ce code sera annulé. On va annuler le nouveau code qui protège les minéraux nationaux. Ils vont l'annuler, ils vont mettre les gens qui les ont aidés à les garder en exil au pouvoir ici et vous allez tout perdre. Vous allez pleurer et regretter Kabila. Là, je le dis. Qu'on aille doucement, qu'on aille aux élections, qu'on profite de ce que Kabila fait aujourd'hui pour nous remettre dans nos droits, qu'on ait nos droits. Quand les autres viendront au pouvoir, qu'ils nous trouvent avec des gens qui sont là, vous y allez maintenant, vous allez regretter, il n'y aura aucun changement. Mais c'est pessimiste, ça, ce que vous faites. Non, ça c'est prophétique, je le dis. Je vous ai dit ici que l'accord ici allait faire couler les gens, et allait faire tuer les gens. Oui. On voulait faire les martyrs, vous ne m'avez pas cru. Vous avez dit la même phrase que c'est pessimiste. Aujourd'hui, on a fait... Mais vous proposez quoi aux évêques? Ils vous écoutent d'ailleurs, ils disent non, nous on est pour la paix, on marche avec nos Bibles. Est-ce qu'une Bible peut faire tuer quelqu'un? Je voudrais vous dire que dimanche passé, quand ils ont marché le 25, à Barumbu là-bas, on va me donner le nom du prêtre. Le prêtre a dit aux gens, nous, tozo kende awa, tozo kende tolekana bureau à Kamere, et puis tozo kende na Parek. Ah bon? Le prêtre a dit. Comment un prêtre peut dire ça? Et on a téléphoné au Parek, disant que s'il y a des gens qui étaient là-bas, on a caillassé chez Kamere, sérieusement, il y a une... Mais Kamere, il est de l'opposition.
Il a appelé à soutenir aussi le CLC. Je vous dis ce qui est arrivé. Heureusement, le PAREC est gardé par les policiers. On allait encore casser, on allait caillasser. Ça, c'est un prêtre qui donne l'orientation. Il y a tout un prêtre qui travaille pour qui? Mais ils travaillent pour leur agenda, ils travaillent pour... Ils ont déjà quitté leur... Écoute, JMK, nous sommes pendant la période de carême. L'Église chrétienne est dans la période de carême. Les catholiques, les anglicans, les méthodistes, c'est la période des retenues. C'est la période où les gens ne mangent même pas s'ils peuvent. C'est la période de prière. Même pendant la semaine, on ne joue pas les instruments. C'est calme. On prépare Christ à aller à la mort. Et pendant cette période, au lieu qu'il ait la retenue dans l'Église catholique, je ne sais pas s'ils ont oublié leur liturgie, ils poussent les gens à la rue. Et j'ai beaucoup regretté. Où est partie la liturgie? Où est partie leur doctrine? Cette période, c'est la période du calme. Christ est en train d'aller résolument vers la croix. Mais l'Église a oublié tout ça. Ils sont dans leur révolution, dans leur appât de pouvoir. Et ça, je le regrette comme pasteur. Alors justement, le pape a appelé, c'était le 23 février dernier, à la prière. Et le 25, ils appellent les gens à marcher. Ils ont obéi à qui alors? Je vous dis, d'abord, non, le grand problème aujourd'hui, ils me suivent. Ils se connaissent à la liturgie. C'est un grand scandale que l'Église, pendant la période de carême, envoie les gens dans la rue. Et pendant le carême, que les gens meurent. Il y a des Congolais qui sont morts pour rien. Les parents ont perdu leurs enfants valeureux à cause de la paix de l'Église. Mais alors, justement, Mosengo sera bientôt à la retraite. Est-ce que vous direz comme ceux qui pensent qu'il a un agenda de devenir président de la République et c'est pour ça qu'il s'agit comme ça? Depuis la conférence nationale souveraine, vous avez vu, même des livres qui ont été écrits. Il était président du Parlement. Le cardinal n'a jamais abandonné. Parce que pour lui, quand Mobutu n'était plus disponible, il se préparait déjà à prendre le pouvoir. Mais quand Mouzé est venu, tout ce plan est tombé. Et à ça, il n'a jamais pardonné au Kabila. Jamais. Il n'a jamais pardonné au Kabila. C'est ça, je le dis. Peut-être que les gens au pouvoir ferment leurs yeux. Vous savez, vous êtes à majorité chrétien, vous fermez les yeux, vous ne pensez pas... Le pardon. La révolution, pardon. Pas même la révolution, pardon. Vous ne pensez pas que les prêtres, les pasteurs, les évêques peuvent aussi manipuler les gens. Et ça, c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est malheureux. Mais aujourd'hui, nous disons que l'Église doit revenir à sa place. L'unique solution que nous avons aujourd'hui, JMK, c'est aller à la table ronde. Que nous puissions nous asseoir, que nous puissions parler. Cet accord on parlerait de quoi à la table ronde? Cet accord de la Saint-Sylvain dont on parle, quelles sont ses conséquences? Elle a plus divisé les gens. Cet accord a plus plongé les gens dans la crise. Cet accord vient nous amener des morts. Il y a beaucoup d'orphelins et de parents qui pleurent dans la rue. Cet accord nous a plongé dans le chaos. Je vous ai dit ici que la pire des choses que ce pays a connues, c'est cet accord ici. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, il y a des morts. Nous devons nous asseoir. Les gens doivent aller autour d'une table. Et l'abroger. Et parler. Qu'on regarde pourquoi on n'a pas... On commence par là. Pourquoi on n'a pas appliqué? Quelles sont les difficultés qu'il faut qu'on n'applique pas cet accord? Mais est-ce que libérer Mouyambo, libérer John Mindonga, là, tout ça, est-ce que c'est mauvais? Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on s'assoie. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas les libérer? Qu'ils disent. Pourquoi il ne peut pas les libérer? Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est pourquoi on doit s'asseoir. Ça ne va pas. Vous êtes en train de chercher un autre dialogue. Qui dit que ça va ici? Quelle est la voie de sortie? La voie de sortie est qu'on s'assoie. Ceux qui refusent le dialogue, est-ce que le sang qui coule les arrange? J'ai suivi un papa qui pleurait son fils, ça m'a fait pleurer. Les gens qui sortent et qui meurent sans avoir préparé qu'ils allaient mourir. Non, ce n'est pas et alors, ces miniers qui s'agitent pour le contrôle du cobalt, etc., pourquoi le gouvernement ne discuterait pas directement avec eux, comme font beaucoup de pays, pour qu'eux, ils viennent prendre leur part et puis nous, on garde notre part? Ils utilisent les églises, ils utilisent les politiciens, ne veulent pas apparaître. Heureusement qu'ils ont fini par écrire. Ce sont nos minéraux à nous. Est-ce qu'on est en train de pousser l'Arabie Saoudite sur son pétrole? Non, on ne les pousse pas. Mais parce que l'Arabie Saoudite a une armée forte. Et l'armée non, il y a d'abord une conscience nationale. On n'a pas besoin d'armée, on a besoin d'une conscience nationale. Qui ferait quoi? Pour éduquer les Congolais à aimer leur pays, à protéger ce qui est leur. Aujourd'hui, si nous nous mettons ensemble, et si nous faisons notre référendum, moi j'appelle au référendum, même la loi du président, ce n'est qu'un premier pas, un référendum, nous annulons tous les contrats. On redonne le pouvoir à la GECAMINE de vendre le minerai à son prix. Et que tous ces gens-là viennent acheter les Israéliens. Mais on nous amène en justice pour des contrats signés précédemment. Mais le peuple est souverain. On peut prendre le gouvernement en justice, mais quand le peuple se prononce par référendum, le peuple est au-dessus de tout ça. Et c'est pour cela que, dans l'accord de la Cinco, les évêques de Témala, ils ont mesuré le peuple, pas de référendum.
Ah oui? On l'a muselé parce qu'il n'y a que le peuple qui peut se prononcer. Ce que le chef de l'État a fait, c'est vraiment un pas, un grand pas. Et nous devons le remercier. Et nous devons le féliciter. Mais nous allons demander qu'on aille au-delà. Qu'on aille au-delà de ça. Parce que ce sont les minerais à nous. Dieu nous a donné ça. J'aime quand je vous dis que si ceux qui meurent aujourd'hui seront fouettés. Comment ça? Parce que Dieu nous a tout donné et on meurt pauvre. Nous avons tout au Congo. Parce qu'on ne peut pas prendre des décisions. À part votre référendum ou votre dialogue qui vous appelez, par où il faut commencer aujourd'hui? Annuler l'accord de Saint-Sylvestre? Appliquer le calendrier qui est en cours? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, l'annuler, c'est comme si on se moquait d'autres personnes. On n'a pas l'annuler comme ça. Il faut que les gens se mettent ensemble. Nous avons les éléments de départ là-bas. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas appliqué ça? Ils vont nous le dire. Et quelle est la voie alternative à ça? C'est la voie alternative là qui sortira. Et après, maintenant, nous disons, parce que ça, ce n'est même pas le problème du Congolais. Hein. Mais là, on va dépasser le calendrier là, qui est déjà publié. Le peuple, il est souverain. Le peuple, il est souverain. On doit aller aux élections. Si on veut les élections apaisées, on doit avoir un consensus. S'il n'y a pas de consensus, toutes les guerres qu'on a souvent en Afrique, ce sont des guerres post-électorales. Qu'on s'entende, qu'on se mette d'accord, qu'on parte. Et la classe politique va dire, écoute, révisez votre calendrier. Le calendrier n'est pas écrit sur les pierres. Le calendrier, il est écrit sur une feuille, et ce sont les Congolais qui ont fait ce calendrier-là, ils peuvent le changer. Qu'on se mette ensemble, qu'on soit d'accord sur les points principaux, et on aura des élections apaisées. Pas des élections forcées, où un groupe est en train de foncer trop vite, et d'autres ne partent pas. On arrivera à la paix. Moi, ma vocation, c'est la paix. Et toute action qui n'amènera pas à la paix, moi, je ne l'embrasserai pas. Une question quand même, parce qu'on doit céder l'antenne maintenant pour les informations. J'aimerais que vous expliquiez aux Congolais qui nous suivent ici et à travers le monde. Est-ce qu'un pays peut vivre, on va dire, en vase clos, ne pas tenir compte de ses investisseurs, parce que nous ne sommes pas quand même les seuls à avoir des mines. En Afrique du Sud, il y a des mines. En Zambie, il y a des mines. Au Mali, il y a des mines. Tous ces pays, ils travaillent bien avec ces investisseurs. Pourquoi là-bas, on ne fait pas la guerre? Pourquoi là-bas, on ne fait pas de manipulation? Pourquoi seulement nous? Nous avons eu une faute au départ. Laquelle? Nous avons très mal négocié. Nous avons bradé nos richesses pour un peu de dollars qu'on voyait. Mais les autres ont bien négocié leur histoire dès le départ. C'est maintenant quand on voulait revenir à vos droits que les gens disent pourquoi est-ce qu'ils ouvrent les yeux. Et nos stocks sont plus importants. C'est notre droit GMK. On ne peut pas vivre à vase clos. Non. On va vivre avec tout le monde. Nous allons leur dire, parce que le combat, on ne le mangera pas nous-mêmes. Ce n'est pas nous n'allons pas le manger. Nous avons besoin qu'on l'achète. Mais nous devons être gagnant-gagnant. Ceux qui achètent gagnent et le peuple congolais gagne. Qu'il y ait à manger, qu'il y ait des bons salaires. Voilà tout ce que nous voulons. Mais ils veulent nous maintenir dans notre État et qu'eux gagnent 10 fois et les Congolais gagnent 0 fois. Et une question de confiance, Ngoï Mulunda. On a appris que le Rwanda a supprimé 700 églises pour incompatibilité, pas de sonorisation, pas de sécurité, pas de beaucoup d'irrégularités. Et il n'y a aucune condamnation internationale, ni de ONG, ni de gouvernement étranger, etc. Est-ce que la même chose peut se faire ici? Vous savez, le Congo est un grand pays. Le Congo attire tout le monde. Et chacun a ses intérêts. Et nous n'avons pas, si nous ne devons pas nos décisions, prenons nos décisions avec responsabilité. Souverainement. Souverainement. C'est un État souverain. Parce que quand on va dire, ils vont parler, on ne fera rien. Et nous allons rester la rusée du monde entier. On va se moquer de nous. À un moment donné, il faut prendre son courage à bras de corps. Oui. Et c'est pourquoi j'ai salué le code minier. Ça, c'est un premier pas. Nous devons décider comme Congolais. Mais est-ce que ce code minier ne va pas nous amener de nouvelles guerres, Ngoï Mulunda? JMK, c'est notre droit à nous. Et la guerre ne peut venir que quand les Congolais ne comprennent pas comme aujourd'hui. Les Congolais qu'on manipule. Mais si tous les Congolais comprennent l'importance de cette décision courageuse. C'est à cause des coltans qu'on va nous faire la guerre, qu'on est en train de manipuler certains. Et on ne veut pas, on veut que... Aujourd'hui, le Rwanda est producteur de coltan depuis quand? Et les gens se taisent. Le monde ne dit pas que... Mais ils sont intelligents pendant que vous êtes en distraction et ils profitent de votre coltan. Le même monde là devait condamner le Rwanda de voleurs. Que le Rwanda est voleur, vous ne produisez pas. Oui. Mais ils se taisent et ils achètent. Je fais appel aux Congolais de prendre conscience. Il est temps maintenant, aujourd'hui. Nous allons partir aux élections. Unissons-nous derrière le président. Avec sa décision, c'est qu'on va aller aux élections. Qu'on puisse gagner, qu'on puisse récupérer notre indépendance. Oui. Oui. Voilà. Qu'on se mette autour de lui, autour des décisions qui sont prises maintenant. Que nous puissions partir. Cette lutte, pour moi, tu m'as suivi avec le jubilé 2000. Oui. Je me suis battu avec le président Yadem. Je me battais pour le bien de l'Afrique. Je me battais pour le bien de l'Afrique. 28 ans aujourd'hui, pour qui, enfin, pour quel objectif?
Vous courez aujourd'hui, Ngoï Mulunda. Vous avez été président de la CENI. C'est mon appel. J'ai pris le risque à aller enlever les arbres sur mon appel. Aujourd'hui, les gens se battent sur la machine à voter. Oui, la machine. Ils se battent là-dessus. Dernière question. Et moi, si je me suis tué, c'est parce que la même chose que j'ai dite à cause de la loi électorale. Ma préoccupation, c'est la paix. Ma préoccupation, ça va des élections apaisées. Pas être pour ou contre. J'avais posé la question. Est-ce que la loi adoptée va amener l'harmonie, va unifier la classe politique? Est-ce que vous êtes pour ou contre la machine à voter? Moi, je vous dis, ce n'est pas ça. Ça ne compte pas. Ma position ne compte pas. C'est un détail. Mon problème, mon problème qui est important, est-ce qu'en allant avec la machine, au moins les gens ne s'entendent pas? Il y a un cas de ceux qui sont pour, un cas de ceux qui sont contre. Et ça va nous amener aux élections apaisées. Voilà toute ma question. Moi, en tant que pacificateur, moi, en tant que négociateur et médiateur, je ne vais pas prendre position aujourd'hui. La question que je pose, si on part avec cette machine-là, une partie l'appuie totalement et une partie la rejette, et nous allons aux élections, est-ce qu'on va arriver aux élections apaisées? Est-ce que les résultats seront acceptés? Voilà la position du pasteur Mulunda. Je sens que vous allez engager, peut-être attirer beaucoup plus de gens pour ces dialogues, cette rencontre, cette table ronde, pour laquelle vous militez d'ailleurs depuis un certain temps. Merci Ngoï Mulunda. On va vous inviter très prochainement pour que vous puissiez encore nous éclairer sur un certain nombre de choses parce que de la paix dépendra justement le courage des Congolais. On marque un point final à cet entretien. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres. Prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour.